le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme. Nous pensons ainsi répondre aux désirs, conscients ou inconscients, de toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation d'angoisse, si bien décrite et analysée par certaines des personnalités de votre commission spéciale a entendu au cours de l'automne 1973. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin? C'est ainsi que Mme Simone Veil, qui n'avait jamais figuré dans ces sondages, vient en tête, devant tous les hommes, devant 55%. Mme Simone Veil, dont le grand public a pu faire largement connaissance lors du récent débat à l'Assemblée nationale sur l'avortement, sera d'ailleurs à nouveau sur la sellette aujourd'hui, puisque ce projet de loi sur l'interruption de grossesse revient ce soir en deuxième lecture devant les députés. Mme Veil demeure confiante et elle nous a dit ce que ce combat, car c'en est un, a représenté pour elle. Vous avez été en quelque sorte l'avocat de cette loi. Quel était pour vous le moment le plus difficile jusqu'à présent? Sur le plan personnel, certains moments des débats parlementaires ont été difficiles, même si je me suis rendu compte que certains propos étaient dus à la passion, et une passion parfois justifiée. De temps en temps, ça a été vraiment des moments difficiles. Mais je crois que ce qui est très important, je ne sais pas en définitive comment le texte va se retrouver tout à fait en fin de parcours, c'est par exemple le vote du Sénat. Que le Sénat ait adopté ce texte après des débats d'une très grande sérénité, d'une très grande dignité, ait adopté le texte avec 2/3 des sénateurs. Je crois que c'est une chose importante, car ça prouve qu'en définitive, il y avait un consensus général qui est d'ailleurs ressorti d'un certain nombre, enfin un consensus en tout cas très important, qui est ressorti d'ailleurs de certains sondages qui ont pu être faits. Si c'était à refaire, seriez-vous prête de nouveau à vous battre, sans compter comme vous l'avez fait, pour défendre un texte? Oui, sûrement, de la même façon, peut-être simplement en tirant parti de certaines leçons qui m'ont donné sur la façon d'appréhender les problèmes ou sur certaines attitudes, mais comme je pense que c'était en définitive la moins mauvaise des solutions et que ça apportait, comme je l'ai dit, certains progrès, je n'ai pas changé de point de vue et donc je referai la même chose. Alors, dans ce débat et même dans ce combat sans concession, quelle est la conclusion que vous retirez pour vous personnellement? Je ne tire pas de leçons personnelles. Je crois avoir pris les choses simplement comme je les ressentais et d'avoir fait les choses les unes après les autres, d'avoir franchi les étapes et d'avoir fait chaque petite chose
au mieux, comme je le pouvais, et sans en tirer de leçons particulières. Alors pour quelle raison avez-vous accepté ce poste, et en particulier de défendre ce texte? Parce que ce ne sont pas des ambitions. J'ai une vie professionnelle depuis longtemps, et chaque fois que j'ai travaillé, quel que soit ce que j'ai fait, que ce soit à l'administration pénitentiaire ou ensuite à la direction des affaires civiles, quand j'ai travaillé sur des textes, quand j'ai quelque chose à faire, j'aime que ce soit bien fait, selon ce que je pense. Surtout, c'est ce qui me paraît le plus important, c'est de mettre mes idées. Alors, être ministre, c'est une occasion privilégiée de pouvoir réaliser les choses qu'on pense, mais quand on est à un poste même de magistrat comme je l'étais, que j'ai travaillé sur des projets de loi, mon travail c'était de convaincre les ministres de mes idées éventuellement. Je suis arrivée quelquefois, pas toujours, et en tout cas de faire le mieux que je pouvais, ce qui était alors mon travail. Alors sans fausse humilité, si vous voulez, si un jour on vous demandait de rentrer dans le rang, même dans un avenir proche, accepteriez-vous? Oh, tout à fait. Tout à fait. Il y a un jour un haut magistrat qui m'a dit si on vous faisait balayer les rues, vous le feriez bien. Je crois que les choses m'intéressent, les gens et les choses m'intéressent. Alors je crois que si demain je me retrouve magistrat, ça me sera tout à fait égal, et j'essayerai de le faire comme je pense que ça doit être fait. L'autre grand événement de la journée, je vous le disais, c'est donc l'élection de Madame Simone Veil à la présidence de l'Assemblée européenne. Et je vous propose de voir maintenant ce qui s'est passé il y a à peine 2 heures à l'Assemblée de Strasbourg. C'était exactement à 21h30. L'annonce officielle de l'élection de Madame Veil, faite par la doyenne de l'Assemblée, Madame Louise Weiss, était aussitôt interrompue par un tonnerre d'applaudissements. Madame Veil a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Je félicite Madame Veil de son élection, lui adresse les meilleurs vœux pour l'exercice de son mandat et je l'invite à prendre place au fauteuil présidentiel. Je vous cède la place. Vous avez fait aujourd'hui. Ainsi donc, celle que la plupart des Français connaissent pour avoir été pendant 5 ans leur ministre de la Santé a été élue au 2e tour avec 3 voix de plus que la majorité absolue. Elle a obtenu 192 voix de la part des 410 députés européens. Noël Copin était dans l'assistance tout à l'heure. Que Mme Simone Veil ait été élue ce soir avec quelques voix de majorité et que l'on se demande dans les couloirs ce que sont devenues les voix des gaullistes ou les voix des démocrates chrétiens italiens n'a peut-être plus tellement d'importance. Ce qui compte, je crois, ce qui est important, ce qui restera peut-être même comme une sorte d'événement historique, c'est le fait que cette Assemblée européenne, élue pour la première fois au suffrage universel, ait porté une femme à sa présidence. C'est plus qu'un événement politique, c'est je crois une sorte de signe des temps, mais c'est aussi quand même un événement politique qui en tant que tel a sa signification. Simone Veil avait été élue en France à la tête d'une liste qui se réclamait de la politique européenne du gouvernement et de la politique du président de la République. Elle incarne finalement une certaine conception de la construction de l'Europe, une Europe confédérale. Il lui faudra donner une existence, une réalité, une vitalité à cette Assemblée européenne, sans toutefois que les pouvoirs de cette Assemblée soient accrus. Il lui faudra renforcer l'unité de l'Europe sans pour autant marcher vers la supranationalité. Un événement politique, certes, mais un événement aussi qui, je crois, dépasse la politique. Que l'Assemblée européenne ait élu une femme qui ait été une déportée, c'est, je crois, le signe que l'Europe, sans oublier son passé, a peut-être commencé à surmonter son passé. Que représente pour vous cette élection un succès personnel ou une victoire politique ce soir? Bon, écoutez, je n'ai pas vraiment, me suis pas beaucoup posé la question. Je ne pense pas à une victoire ni à un succès. Je pense plutôt à ce que ça représente comme responsabilité. Est-ce que le fait d'être une femme est pour vous un handicap ou un avantage? Je veux dire que dans ma vie, pendant longtemps, le fait d'être une femme a été plutôt un handicap. Et qu'ensuite, j'aurais très mauvaise grâce de continuer à le dire, parce qu'en réalité, je n'aurais pas été ministre si je n'avais pas été une femme. En ce qui concerne cette présidence, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est certainement le fait d'être une femme qui m'a entraînée dans la vie politique. Alors, si je suis consciente
que la plupart des femmes, la très grande majorité, sont encore handicapées du fait qu'elles sont les femmes, ça n'a pas été vrai pour moi ces dernières années. Mais je souhaite que pour les autres femmes, ce ne soit pas, même si elles arrivent dans les mêmes conditions, c'est-à-dire parce qu'on a besoin d'une femme, mais que ce soit tout normalement les femmes qui ont exactement les mêmes possibilités que les hommes. Simone Veil en Alsace, vous allez retrouver la tête de liste aux européennes, l'une des têtes de liste aux européennes, mais aussi l'ancienne déportée qui ne peut cacher son émotion en visitant le camp du Struthof. Et le cimetière militaire de ce qui a été la poche de Colmar. Reportage Véronique Saint-Olive. À Sigolsheim, les tombes épousent la colline et dominent un paysage serein. Au moment où l'Europe se fait, Simone Veil a voulu associer dans un même hommage juifs, catholiques et musulmans qui, il y a 44 ans, sont morts sur ce qui est devenu la colline du sang. Quand nous voulons faire l'Europe, c'est justement pour que l'Europe soit une terre où il fait bon vivre sans discrimination de race, de religion, entre tous les hommes et les femmes de bonne volonté. Puis Simone Veil s'est rendue au Struthof, le seul camp de concentration en France. Violence du souvenir. Ce n'est pas être anti-européen de savoir affirmer que nous sommes fiers de ce passé, que nous nous en souvenons et que c'est une Europe plus forte qui sera construite si elle se construit sur notre histoire. Et ce qui est important, c'est aujourd'hui d'être ensemble pour la liberté. Simone Veil témoigne. Il n'y a pas de rupture dans l'histoire, seulement des pages qui tournent. La loi Veil a aujourd'hui 25 ans. Cela fait un quart de siècle que Madame Veil avait défendu devant l'Assemblée nationale la légalisation de l'avortement. La lutte des femmes françaises fut âpre, un combat souvent provocateur, comme nous le rappelle Agnès Molinier. La guillotine pour les avorteuses, les assises pour leurs clientes. De Simone de Beauvoir à Catherine Deneuve, c'est ce qu'auraient risqué ces femmes jusqu'aux années 40 en France. Car elles ont toutes reconnu publiquement avoir eu recours à une interruption de grossesse alors que c'était illégal. 343 noms paraissent en 71 dans le Nouvel Observateur. On les appelle les salopes. Les gens riches pouvaient aller avorter en Suisse, les pauvres c'était encore presque des aiguilles à tricoter ou des sondes et tout ça. Et des femmes en mouraient ou étaient très malades, devenaient après stériles ou on enlevait les ovaires parce qu'il y avait des infections qui se passaient. Donc tout ça, si vous voulez, a fait que je ne l'ai pas signé par provocation, je l'ai signé parce que ça me paraissait évident. Ces femmes célèbres ne font que relayer la voix de la rue. Le combat féministe est à son comble. Après la contraception autorisée en 69, la légalisation de l'avortement devient le nouvel enjeu. En 72, l'acquittement d'une jeune fille ayant interrompu sa grossesse est pour les militantes une première victoire. 74, les politiques essentiellement des hommes prennent enfin la mesure de l'urgence. 300 femmes meurent chaque année d'avortements clandestins. Contre certains ténors de son camp, Simone Veil se bat et elle gagne avec plus de difficultés que si elle avait été un homme. Je crois qu'une femme avait plus de facilité pour faire comprendre la détresse des femmes, pour faire comprendre le problème, mais qu'il n'y aurait pas eu ces attaques personnelles, parce qu'il se voulait vraiment humiliante personnellement, enfin s'attaquant à votre personne. Aujourd'hui, les femmes sont à nouveau dans la rue. Elles défendent un meilleur accès à l'IVG, un quart de siècle après le combat de leur mère.